Bonjour à tous et à toutes. Avant toute chose, une courte présentation. Donc, je suis Angélique Lesport, doctorante à l'Université de La Réunion au sein du laboratoire, au sein de l'UMR Espace Dev. Et également enseignante au département STAPS à La Réunion, à l'Université de La Réunion. Au-delà de la recherche, je suis aussi une passionnée de trail avec un amour particulier pour l'ultra-endurance. Donc cette journée d'études, c'est l'occasion pour moi de partager avec vous les premiers résultats de mon étude sur une course particulière qui est la boucle infernale. Inspirée du principe du dernier homme debout, cette épreuve nous a permis, avec mon directeur de thèse Bertrand Baron, d'explorer donc les réponses émotionnelles et motivationnelles lors d'une course d'ultra-endurance. Donc ces dernières années, le trail running a le vent en poupe. Cette discipline s'est démocratisée auprès d'athlètes de tout niveau, de tout genre, de tout âge. Et à La Réunion également, cette popularité grandissante ne fait pas exception à La Réunion. Pour répondre à cette popularité grandissante, du coup, on a un nouveau format de course qui se développe et qui pousse l'endurance au-delà de ses limites. Et donc, apparaît de plus en plus des courses qu'on va appeler d'ultra-endurance, avec donc la promesse de vivre une expérience extrême. En effet, les athlètes sont confrontés à des conditions extrêmes de fatigue qui vont affecter à la fois leur résistance physiologique et les performances de course. Pour y faire face, la condition physique ne suffit pas, mais l'athlète aura besoin d'un mental affûté pour lui permettre d'aller au bout de ses épreuves. L'athlète international, notamment Courtney Dauwalter, nous parle de la pain cave, faisant référence à cet espace intériorisé qui lui permet d'aller au-delà de la souffrance, de la douleur, de la fatigue, de la difficulté de l'épreuve, pour pouvoir justement poursuivre son effort, rester en mouvement et ainsi évoluer dans ce qu'elle appelle la pain cave. Donc bien que ces deux dimensions soient importantes, à savoir les dimensions physiologiques et psychologiques, la plupart des études sur la fatigue qui abordent la question sur la fatigue se concentrent principalement au niveau physique ou à travers des paramètres physiologiques. Et l'importance du stress psychologique dans la survenue de la fatigue reste à ce jour peu étudiée et peu compris. L'objectif de notre étude a donc été de s'intéresser à cet aspect mental dans la performance et dans la survenue de la fatigue. Différents modèles explicatifs de la performance intègrent une approche interdisciplinaire. Au cœur de ces approches, on retrouve donc les perceptions dans un processus de régulation individuelle. Et parmi ces paramètres, donc l'effort est le paramètre clé pour comprendre les aspects mentaux de la fatigue. En revanche, l'effort seul n'explique pas à lui seul donc la baisse de performance. Et dans un modèle alternatif, l'effort et la volonté de continuer, c'est-à-dire la motivation, font partie intégrante des décisions basées donc sur des choix complexes dans lesquels les perceptions
ont leur place. Donc, dans notre étude, nous avons tenté de quantifier et de suivre les réponses émotionnelles et motivationnelles pendant une compétition jusqu'à la fin de l'effort, soit par abandon, par fatigue ou atteinte de la limite du temps réglementaire, ou encore jusqu'à la fin de la course. Nous avons émis l'hypothèse que les paramètres perceptifs et motivationnels peuvent prédire donc l'issue de la course, c'est-à-dire l'arrêt, l'abandon ou le maintien en course. Donc, comme je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, la course en question pour notre étude était la boucle infernale. Le parcours était donc une boucle de 6 km pour 165 mètres de dénivelé positif. Cette boucle qui se faisait dans la savane du moulin Kader devait être réalisée en moins d'1 heure. À la fin de l'heure et au début de l'heure suivante, un deuxième départ était donné et donc ceci 33 heures durant. Donc il s'agissait de réaliser cette boucle en moins d'1 heure, comme vous l'avez compris, et de faire au maximum 33 boucles. Ce qui permet donc de cumuler au total 198 km pour 5500 mètres de dénivelé positif. Dans notre étude, 21 sujets ont été volontaires à notre étude, dont 3 femmes et 18 hommes. Sur le total de nos volontaires, ça représente à peu près 14% des inscrits total à la course. Les conditions météorologiques le jour de l'épreuve variaient entre 20 de mini et 28 degrés de maximum. Pas de précipitation avec une humidité moyenne de 82%. Donc ce format de course assez particulier était pour nous une réelle aubaine puisqu'il nous a permis de minimiser ce qu'on va appeler le pacing dans la prise de décision et la régulation individuelle. C'est-à-dire que ce format de course impose un rythme qui est tout simplement de 6 km/h minimum. Et en dessous de ce rythme-là, forcément, on est hors délai, mais c'est surtout que même si on va plus vite, ça n'altérera pas le classement, puisque le classement de la course ne se fait pas sur un temps total réalisé, mais le vainqueur de l'épreuve est déterminé lors de la dernière boucle, c'est-à-dire la 33e, et c'est le premier arrivé sur la 33e boucle qui remporte l'épreuve. Alors que sur une épreuve normale, le premier arrivé est le vainqueur tout simplement. Et pour être premier arrivé, évidemment, il faut aller le plus vite possible, ce qui n'est pas le cas ici. Même si on cumule un temps moindre sur la totalité de l'épreuve, on n'est pas forcément le vainqueur. Donc pendant la course, lorsque les coureurs avaient fini leur boucle et avant du coup le départ de la suivante, ils devaient compléter 2 évaluations. Une évaluation concernant leurs émotions, à savoir fatigue, plaisir, effort et sensation, et une évaluation de leur motivation à poursuivre. Donc sur leur motivation intrinsèque, régulation externe, introjectée, identifiée, intégrée. Je vous en parle juste après. L'enjeu pour nous était donc de collecter les données le plus rapidement possible, de manière le moins invasive possible, afin donc de ne pas perturber la récupération des athlètes entre les boucles. Et donc, pour répondre à ces exigences, on a choisi volontairement de ne mesurer que des paramètres perceptifs. Donc les échelles utilisées étaient évidemment des échelles validées scientifiquement, à savoir la perception de l'effort, puisque une perception d'effort plus élevée est en lien avec une diminution des performances d'endurance. Donc l'échelle d'effort allait de 0 à 10, tout comme celle du plaisir de 0 à 10, et l'échelle de fatigue.
L'échelle des sensations allait de plus 5 à moins 5. Donc, voilà, ces 4 échelles-là pour les échelles perceptives. Concernant les échelles de motivation, donc nous avons l'échelle MMSE. Les athlètes devaient répondre à 5 questions pour les 5 motivations différentes. À cet instant, pourquoi es-tu motivé pour poursuivre ton effort? Petit a, parce que c'est plaisant et agréable. Donc, il fallait la noter de 1 à 7. Petit b, parce que c'est un effort que je me sens obligé de faire. Noté également de 1 à 7. Parce qu'au fond de moi, je me sentirais mal si je ne faisais pas cet effort. Parce que je pense que c'est utile pour moi, et enfin parce que cela représente des valeurs qui sont importantes à mes yeux. Donc elles sont toutes graduées en unités de 1 à 7, et à l'échelle A correspond la motivation intrinsèque, l'échelle B la régulation externe, introjectée, identifiée et intégrée pour les 3 autres. Ces différentes motivations vont de la plus autodéterminée à la moins autodéterminée, et ici on a la plus autodéterminée également. Je ne vais pas vous refaire un cours magistral sur la motivation, mais simplement la motivation intrinsèque, elle représente une motivation pour laquelle l'action est réalisée pour le plaisir en lui-même, pour la satisfaction pure et simple. La régulation intégrée, l'action est autodéterminée également. L'action fait sens et a une utilité pour la personne, alors que la régulation externe, elle fait partie des régulations les moins autodéterminées. La personne va avoir une pression extérieure et l'action donc est forcée sous une récompense et poussée par une récompense, par exemple, qui est donc externe. Donc nos différentes variables étudiées étaient donc la vitesse de course, les différents paramètres émotionnels et les différents paramètres motivationnels. Pour pouvoir analyser ces différents paramètres, le pourcentage de nombre de boucles total a été calculé de manière individuelle pour pouvoir justement comparer un athlète qui avait réalisé, admettons, 12 boucles d'un athlète qui avait réalisé 33 boucles. Donc le départ étant le même pour tout le monde, puis ensuite le nombre de boucles, 25, 50, 75 ou 100%, en tout cas à la fin de la course. Les analyses statistiques qui ont été réalisées donc, sont des ANOVA à un facteur et des analyses également de corrélation. Alors, concernant donc les résultats, la vitesse de course, le plaisir et les sensations diminuent, alors que l'effort, la fatigue et la charge affective augmentent, et ce, de manière significative. On peut voir également que les valeurs extrêmes sont obtenues à la fin de la course. Il en est de même pour les composantes autonomes de la motivation, c'est-à-dire la motivation intrinsèque, la régulation identifiée et la régulation intégrée, et également pour la somme des motivations qui diminue avec des valeurs extrêmes obtenues sur la fin de course. En revanche, les composantes plus contrôlées de la motivation, c'est-à-dire régulation externe introjectée, ne changent pas significativement. Concernant les corrélations, pas de corrélations ont pu être réalisées sur la vitesse avec les paramètres émotionnels et motivationnels, ce qui n'est pas si surprenant que cela au vu du format de la course, puisque comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, la vitesse de course n'étant pas un paramètre de la performance dans ce cas bien précis. En revanche, tous les paramètres émotionnels et motivationnels sont corrélés entre eux, et tous les paramètres émotionnels et motivationnels sont corrélés avec le nombre de boucles restantes. Donc pour conclure
brièvement. Donc, la fatigue peut-elle être prédite en observant les paramètres émotionnels et motivationnels? C'est la question que l'on se posait au début de notre étude. On peut dire que oui, en tout cas, nos résultats corroborent cette hypothèse, puisque les valeurs extrêmes des paramètres perceptifs et des paramètres motivationnels ont été atteints à l'issue de la course, et que l'évolution des paramètres donc émotionnels et motivationnels sont prédictifs de la course. Donc, notre outil, en tout cas nos outils qui sont simples, rapides, non invasifs et fonctionnels, sont une aubaine à la fois pour les athlètes, les entraîneurs, les coachs et l'entourage des athlètes, puisque finalement, on a un outil qui permet de connaître un état afin de réguler un effort in situ, en vue d'améliorer la performance, par exemple, dans le cadre d'un entraînement, ou alors tout simplement pour pouvoir peut-être monitorer notre athlète lors d'une compétition. Finalement, on se retrouve un petit peu à nu lors d'une épreuve sportive, puisque on a essayé d'analyser les réponses cardiovasculaires. On n'a pas obtenu grand-chose. En revanche, sur les paramètres émotionnels et motivationnels, nos outils agissent un petit peu comme une boule de cristal, et c'était assez surprenant en tout cas pendant les expérimentations. Lorsqu'un athlète arrivait et complétait nos questionnaires, on pouvait à 99% en tout cas prédire la suite de sa course. Donc notre corps et notre cerveau ne réagissent pas de la même façon, mais dans la montagne, sur la piste en course, les athlètes se retrouvent dépourvus d'outils, et nos petites échelles motivationnelles et perceptives nous ont permis d'évaluer donc directement et simplement un état émotionnel, motivationnel, en vue, donc, comme je vous l'ai mis ici, de monitorer par exemple un athlète ou un suivi in situ lors d'une course, et d'une course autre que le dernier homme debout, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention.